Donc là, ici, on est surtout sur le site du Fort Condé. Donc le Fort Condé est une défense avancée de Charlemont et au milieu donc se prône la redoute Vauban. Alors cette redoute que l'on voit devant nous était autrefois appelée Tour Maugis. D'accord. Donc il faut s'imaginer le site pas taillé dans la roche comme ça, mais plutôt une petite colline. Ces éléments taillés ont été réalisés fin du XVIIe siècle, mais dès 840, on a les traces écrites d'une tour féodale. Et cette tour qui datait de 840 a été détruite sous l'ordre de Vauban en 1695. Et c'est cette fameuse tour qui s'appelait Maugis. Donc, oui, c'est ça, le nom voilà. du Maugis, ça n'a pas de lien forcément. Ça n'a pas de lien avec Maugis, ça a plutôt le lien avec le seigneur Maugis d'Agimont. D'accord. Donc là, ici, comme je disais tout à l'heure, on s'imagine le site au 9e siècle avec une grosse tour au-dessus de guet, puisque le château d'Agimont, qui est à l'horizon derrière nous, était le seigneur des terres de Givet. Donc bien sûr sur Givet on n'avait pas de château, on n'avait pas de fortification, mais on avait une grosse tour de guet qui permettait de surveiller les environs, comme la tour Grégoire qui permettait de circuler la navigation fluviale. Et cette tour-là va rester en place, va être améliorée par les Espagnols en grosse tour d'artillerie. On la retrouve sur certaines gravures. C'était assez impressionnant puisque... On la voit partout ici. Voilà, on la voit partout. On a une vue à 360 degrés sur la vallée de d'Ouache, sur la route de Philippeville, sur la vallée de la Meuse, sur la vallée de Borin et bien sûr sur les fortifications de Charlemont, Givet, Petit Givet, Grand Givet. Bien sûr cette tour-là va rester en place donc jusqu'à 1695 et à 1695 il est décidé de construire une redoute, donc on va raser la tour au-dessus et on va tailler complètement la montagne. Donc la forme originelle va disparaître complètement pour donner maintenant cet ensemble-là qui sera appelé à ce moment-là Fort de la Marque, au début de la période française. Et donc sous Louis XV et notamment par l'ingénieur militaire Cando, on va transformer le site ici en une énorme fortification bastonnée qui est énorme par ses dimensions mais qui n'est qu'une petite défense avancée de Charlemont. Et à ce moment-là, on va encore changer de nom, donc on est passé de Maugis à Fort de la Marque et ça va s'appeler Le Pâté. À la fin des travaux, on rajoutera encore des petits éléments de défense avancée sur des demi-lunes et ça deviendra le Fort Condé. Je fais aussi un petit nota que j'ai coupé. Pendant la période espagnole, elle a pris aussi le nom de la tour Villahermosa. Donc la fameuse tour Maugis, la fameuse tour orangée. Voilà, tour Maugis, sous les Espagnols, c'est appelé tour Villahermosa du nom du gouverneur des Pays-Bas espagnols. D'accord. Donc le site est ouvert à l'extérieur depuis août de cette année. Donc il est ouvert en visite libre gratuite sur 2 circuits différents. Un qui mise sur les défenses, donc qui s'appelle le circuit des défenses avancées, qui fait 1,7 km. Et un deuxième qui mise un peu sur la faune, la flore et bien sûr aussi les défenses et l'environnement qui lui fait presque 3 km et qu'on appelle le chemin des bornes. Voilà. Oui, donc je m'appelle Pierre Effratas, je suis romancier, conteur. J'ai un nombre d'années assez impressionnant qu'il ne faut pas calculer. Et puis, à part ça, je me suis intéressé depuis très longtemps à Maugis, aux 4 Fils Aymon et au cheval Bayard, après avoir travaillé longtemps sur des sujets comme les Vikings. Alors, je suis écrivain, je suis conteur de scènes et de rues, ce qui n'est pas du tout la même chose. J'ai l'habitude de faire ce que j'appelle des conférences. C'est des conférences participatives où les gens jouent avec moi et où l'histoire se présente sous la forme d'histoire au pluriel. J'écris depuis plus que ça. J'écris ma première nouvelle il y a, j'ose pas le dire à la caméra, il y a plus de 39 ans. Quand même. Voilà, je viens de tout avouer à la caméra. Donc après, j'ai écrit des nouvelles jusqu'au jour où j'ai écrit mon premier livre, grâce à Marc Bailly des éditions Phoenix que tu connais je pense. Voilà, et à partir de là j'ai commencé à écrire beaucoup de choses sur le haut Moyen-Âge, sur le XVIIe siècle et tout récemment j'ai écrit un livre sur le XVIIIe, donc ça n'a rien à voir, sur une comédienne du XVIIIe. Quand les Ardennais parlent des 4 Fils Aymon, ils disent c'est notre histoire.
Quand les Gascons, les Aquitains parlent de cette histoire, ils disent c'est la On est nôtre. bien d'accord. Et quand les amis flamands de Dendermonde ou le sud de l'Allemagne parlent de cette histoire, ils disent c'est notre histoire. Donc en fait, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est que c'est une histoire européenne qui permet de joindre le monde germanique au monde celtique, le nord au sud et même à l'ouest. Et comme j'étais dans les Vikings, si j'ose dire, pendant des années, je me suis dit que ça ferait un lien extraordinaire. Je connaissais les anglo-saxons, je connaissais les nordiques depuis un bon bout de temps. J'avais envie maintenant de creuser tout ce qui avait trait aux Francs. Voilà pourquoi. Et alors, pour avouer toute ma vie, quand j'étais enfant, j'allais chez les scouts et on logeait en forêt d'Ardennes, dans des granges abandonnées. Il faisait 1 ou 2 degrés, comme on dit en Belgique, on caillait des billes. Voilà, et j'ai un souvenir de cette forêt, mais absolument magique. J'avais envie de le rendre au lecteur. Ça, c'est vraiment la première pulsion qui m'a poussé à écrire ce livre. Super. On peut le rappeler d'ailleurs, le livre? Alors, le livre qui va sortir en novembre prochain s'appelle Les Chroniques de Maugis et va paraître aux éditions Noir d'Absinthe. On est vraiment dans le contexte alors. Oui, Ardennes, absolument. D'autant qu'on est devant la tour Maugis. Et il y a dans le livre, je n'ai pas fait exprès, il y a toute une poésie qui est consacrée à la tour Maugis et qui est chantée par les 4 fils Aymon que je représente comme, on va dire, relativement naïfs, pour ne pas dire plus, en tout cas au début. Et Maugis déteste les entendre chanter. D'accord. Voilà. Mais alors ce sont des personnages que tu t'es réappropriés pour en faire des histoires. C'est pas, tu n'es pas dans, toi tu n'es pas dans le collectage de la légende. Dans Si. Donc quand même. j'ai étudié, donc je travaille là-dessus. J'ai travaillé 8 ans. J'ai revu 5 fois mon texte. Il y a 350 pages de tapuscrit. J'ai tout revu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été collecter une vingtaine de traditions. J'ai été voir ce qui les reliait et ce qui était dissemblable. Et là où il y avait des murs aveugles, c'est-à-dire on ne sait pas très bien finalement d'où vient Maugis, on ne sait pas très bien qui était vraiment d'Aigremont, il y a des théories là-dessus. J'ai apporté des réponses en fonction de ce que j'avais lu ici et là. Et pour prendre un exemple pratique, le bon Royon, dont on parlait tout à l'heure, le bon Royon, il sauve les 4 fils Aymon, qui sont pourchassés par l'armée de Charlemagne avec Maugis et le cheval Bayard. Et dans un certain moment, il tourne Casaque et trahit les 4 fils Aymon au profit de Charlemagne. Était-ce une trahison? S'il faut en croire certaines sources germaniques, non. Il a fait ce qu'il pouvait, il a sauvé ce qu'on pouvait, et selon d'autres sources françaises, c'était un type abominable. Et si on remonte d'ailleurs dans l'histoire, Lyon, c'est tout simplement Eudes de Vasconie, très probablement. Ah d'accord. Et donc il y a là des liens politiques et sociaux qui sont liés encore à aujourd'hui. Ah, oui. Ça résonne vraiment encore jusqu'à maintenant. Ça résonne jusqu'à aujourd'hui parce que, bon, une autre intention de mon bouquin, on va pas la faire très longue, mais une autre intention de mon livre, c'est montrer 3 choses. C'est que les 4 fils Aymon, c'est la légende de la liberté face à la tyrannie. Face à ce monde de plus en plus construit, militarisé, violent, qui ne comporte qu'un roi et une seule religion autorisée. Et je me suis dit, mais c'est incroyablement moderne, quand j'ai eu fini. Donc c'est ça que je raconte, plus une dose d'humour qui m'est propre. Parce que je n'aime pas me prendre au sérieux. J'ai pas envie que les lecteurs se disent « Oh, c'est embêtant, c'est de l'histoire lourde ». Non, ce sont des histoires dans l'histoire. Donc oui, je suis originaire de Bruxelles, où j'ai vécu quand même quelques décennies. Et c'est quand j'étais encore en Belgique que j'ai vraiment appris à connaître la forêt d'Ardennes, puisqu'on y allait régulièrement, je te dis, avec les scouts ou avec des groupes de visite. J'adorais cette région, elle me parlait énormément. Mais en même temps, et oui, j'étais infidèle, j'aimais beaucoup la Normandie. Pourquoi? Parce que la Normandie, elle est liée à l'histoire des Vikings qui m'ont toujours fasciné. Or, on a énormément parlé depuis justement des décennies des Celtes et du roi Arthur et de Beowulf, etc. Et j'étais étonné qu'on n'ait jamais raconté l'histoire de la création de la Normandie, qui date bien d'avant Guillaume le Conquérant. Guillaume le Conquérant, c'est 1066, et la fondation de la Normandie, c'est 911, donc plus d'un siècle avant.
Et j'ai voulu raconter l'histoire de Rollon, Rolf. Et cette histoire j'ai commencé à écrire en 2003, j'ai eu fini en 2005, le livre est paru en 2006, j'ai eu un prix, yes, je me la pète. Et puis en 2010, j'écris la suite. Et j'étais heureux de voir que pendant cette période, la vogue des Vikings a commencé à se développer, ce qui fait qu'aujourd'hui, grâce à des séries dont je n'ai pas envie de parler ici, mais qui ont eu ce grand impact-là, on voit toute une génération de jeunes qui s'intéressent aux Vikings, qui sont passionnés par la mythologie. Et alors après ces 2 livres-là, un éditeur m'a demandé d'écrire des histoires de la mythologie nordique, ce que j'ai fait, les sagas des 9 mondes, qui en est à sa 4e réédition, donc c'est bon signe. Et puis Noir d'Absinthe a repris le titre, et j'ai commencé la trilogie des sagas des mers grises, qui raconte l'histoire d'un Jarl qui a de gros ennuis et qui traverse quelques destinées divines. Voilà. Et puis, entre-temps, parce qu'il faut ne pas perdre la main, je collationnais énormément sur nos amis Mogis, sont devenus des amis à force, les 4 fils Aymon et Bayard. Et je suis arrivé à quelque chose que, aujourd'hui, je suis fier de présenter au lecteur. Donc le problème des écrivains, on croit que les écrivains posent leurs pieds sur la table, ils boivent un whisky, et puis ils font « bah ouais, je vais écrire ». C'est un travail de remise en question permanente. On écrit 1 fois, 2 fois, 3 fois, on ne trouve pas ça bon, on reprend. Donc ce livre m'a vraiment coûté des litres de sueur, mais cette fois, c'est bien, je pense. C'est au lecteur à décider. Ouais. Donc on peut dire, si tu résumais un peu toute ta carrière en tant qu'écrivain, ça va tourner beaucoup autour de l'histoire, c'est ta passion, et puis aussi autour des légendes. En fait. Autour de l'histoire et autour d'une histoire, qui est celle de la rébellion face des individus, face à des systèmes collectifs qui les oppriment. Et ça, on le retrouve dans toutes mes histoires. Rolf, c'est Rolf le vagabond. Il est fichu dehors de Scandinavie, on ne sait pas si c'est de Norvège ou de Danemark, peu importe. Et il est fichu dehors et il doit vivre, il doit survivre. Et il est seul, et il est rebelle. J'ai cru d'ailleurs remarquer dans une série en vogue que le Rollon qu'on montre avait grosso modo le même caractère difficile, voire ombrageux. Et puis la deuxième chose qui m'a intéressé, c'était de voir comment des individus qui n'étaient rien au départ sont parvenus à des destinées pareilles. Ça a quelque chose de fascinant. Mais toutes mes histoires sont remplies d'histoires de liberté, plus des principes ou des valeurs d'aujourd'hui qui sont... Les femmes de mes histoires ne sont pas des objets narratifs ou des outils narratifs. Ce sont des femmes de caractère. Ce sont elles souvent qui décident. Ce sont elles qui mènent la danse. Donc elles ne font pas partie des femmes qu'on voyait jusqu'à il y a 30 ou 40 ans dans certains films crier « Oh, au secours, on m'enlève !» Non, ce sont des puissants caractères. Par exemple, avec mon ami Mogis, il va être séduit et abandonné, le pauvre. Donc l'inverse de ce qu'on voit dans les clichés de films. Deuxièmement, ou troisièmement plutôt, les hommes ont des faiblesses. Les hommes sont des enfants. Les hommes ont des soifs de pouvoir, et ainsi de suite. Tout ça, ça revient. Et j'ajoute, une grande défense de la nature et de l'environnement, parce que si bien la mythologie nordique que toutes ces histoires sont liées aux forces naturelles, aux puissances, à l'air, au ciel, à toutes ces choses qu'on est en train de détruire, plus sont des histoires d'animaux, s'il y a des bourrées d'animaux dans ces histoires-là. Voilà. Et alors, pour terminer, je saute du coq à l'âne, l'âne étant moi évidemment, c'est que je me suis installé en Normandie il y a déjà un bon bout de temps, et je suis, en fait, je suis administrateur de la Société des auteurs de Normandie, sociétaire de Poésie Nouvelle en Normandie, créateur du Salon du Livre de Villers-sur-Mer, et puis j'ai encore quelques petites médailles en chocolat, mais je suis très fier d'avoir fait tout ça, parce que la Normandie aussi, c'est une histoire d'amour. Voilà. La forêt d'Ardennes, c'est une forêt du Nord
qui a des habitudes du sud. Je m'explique, c'est une forêt du nord, elle est sombre. Ouais. Elle est sombre. Si tu compares par exemple la forêt ardennaise avec les forêts normandes, les forêts normandes sont d'un vert pétant anglais, donc c'est des forêts du nord. Mais les histoires qui s'y racontent sont des histoires qu'on raconte également dans le sud. C'est fortement, on sent qu'il y a cette tension entre ce que je disais au début, le monde germanique et le monde celtique. Il y a beaucoup d'influences celtiques jusqu'à un certain point, puisque les Francs, qui sont arrivés après, ben c'était quand même des tribus germaniques. Et donc pour moi, c'est vraiment ça. C'est ce mélange entre le nord et le sud. Et pour moi, c'est une belle métaphore de l'Europe. C'est-à-dire que plutôt de se mettre sur la gueule entre le nord, le sud, etc., on ferait peut-être mieux de voir où sont les points de rencontre. Et je trouve que la forêt d'Ardennes a cet avantage de permettre des mélanges. Et on retrouve tellement de choses diverses que c'en est surprenant. Tiens, en Normandie, il y a une maison des 4 Fils Aymon à Rouen. Oui, j'ai fait ça, ouais. À Cubzac-les-Ponts, il y a le château des 4 Fils Aymon, que j'ai appelé dans mon histoire Cuptiacus, puisque c'était son ancien nom. Et c'est la même histoire, mais pourtant les couleurs sont légèrement différentes chaque fois. C'est ça qui m'a intéressé dans la forêt d'Ardennes. Et puis en dépit des destructions qui lui ont été infligées, comme à toutes les forêts du monde, elle reste magique. Si on s'assied quelques minutes, il fait sombre, il pleut, un nuage passe, le vent souffle dans tes oreilles, ben, tu peux commencer à imaginer que du sol commence à sourdre toute une série de petits personnages. C'est une forêt magique. Et pour moi, elle est assez proche des forêts nordiques. Il y en a une dont on parle toujours, qui est la forêt de Mirkwood de Tolkien, dans Le Seigneur des Anneaux. C'est Mirkvid pour les Nordiques. C'est une forêt très sombre, c'est-à-dire forêt sombre. Et en même temps, c'est là que toutes les transformations s'effectuent et tous les maléfices. Eh bien, je trouve que la forêt d'Ardennes, comme les forêts de l'Eifel, c'est-à-dire ce qu'on appelait Abnoba dans le temps, il y avait Arduina Abnoba, ce sont des forêts, la forêt noire, Schwarzwald, ce sont des forêts qui exudent toute cette histoire, toutes ces rencontres. Et donc c'est dramatique et très beau à la fois. Voilà, et il y a une dernière chose que je voudrais ajouter pour ma défense, pour Monsieur le Président, c'est tout simplement que toutes mes histoires procèdent de la même technique. C'est-à-dire que, comme disait Alexandre Dumas, un de mes maîtres vénérés, j'accroche mes histoires au porte-manteau de l'histoire. Et que plus les histoires sont imaginaires, plus elles ont un devoir de réalisme. Et c'est pour ça que j'écris, par exemple, sur cette histoire des 4 Fils Aymon, non pas dans un Moyen-Âge imaginaire du XIIe siècle, avec un Charlemagne qui aurait eu la barbe fleurie. Le type qui aurait dit à Charlemagne qui aurait la barbe fleurie, il aurait eu la tête coupée le jour même. On ne jouait pas aux échecs. À l'époque, en 776, ça n'existait pas. On jouait à la Léa Evangelii, on jouait au Nefatafel, on jouait aux fables. Et dans les histoires qu'on nous raconte, c'est que Berthollet et le fils Aymon, Renaud, qui va légèrement le défuncter, eh ben, ils jouent aux échecs. C'est totalement impossible. D'autre part, les châteaux. Mais il n'y a pas de château fort au 8e siècle. C'était au grand maximum des castrums. C'est des mottes castrales sur lesquelles il y avait un tout petit peu de pierre et beaucoup de bois par-dessus. Et toutes ces choses-là, je les ai retrouvées dans mon histoire, de façon à ce que cette histoire imaginaire se porte exactement dans des événements qui ont existé. La rébellion du duc Rogdaus du Frioul, la lutte contre les Sarrasins, la répression infâme de Charlemagne que je n'aime pas du tout, comme ça les lecteurs le savent, et les lectrices aussi d'ailleurs, la répression infâme de Charlemagne vis-à-vis des Saxons, qu'il a fait déporter par centaines de milliers, à qui il faisait couper la tête en un seul jour à 5000 Saxons parce qu'ils avaient refusé de se convertir. Bon, tout ça a des résonances très actuelles, mais tout ça m'a parlé et j'ai trouvé qu'il était plus intéressant de raconter l'histoire telle qu'elle apparaît
plus exactement aujourd'hui qu'en racontant des histoires de chevaliers merveilleux, peut-être en tutu vert comme Walt Disney, avec des princesses qui tombent en pamoison directement. Non, je veux des vrais gens qui racontent des vraies histoires et qui ont des foutus caractères et parfois qui sont des salauds patentés ou des gens extraordinaires. Et le héros n'est pas du tout le type qui n'a pas peur de quoi que ce soit ou la fille qui n'a pas peur de quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui maîtrise sa peur à un moment pour se rebeller contre ce qui lui est infligé. Ça m'intéresse. Cette histoire est toujours actuelle. C'est ça que tu retrouveras dans toutes mes histoires, c'est qu'il y a toujours une nuance actuelle. Mais je ne fais pas de prêchi-prêcha. Il n'y a pas d'idéologie. Je préfère raconter les gens tels qu'ils sont, tels que je les vois. Quand j'avais 30 ans, je rêvais à ce genre de choses. Aujourd'hui, que j'en ai un tout petit peu du double, j'ai plutôt envie de raconter comment ça se passe réellement et qu'on n'est pas sûr d'être un héros, qu'on n'est pas sûr de résister, qu'on n'est pas sûr de ne pas tourner Kazakh à un certain moment et qu'on n'est pas certain, à un moment de sa vie, de faire des choses qui sont contraires à ce qu'on pense parce que c'est notre intérêt. C'est ça que j'ai raconté.